Bonjour à tous et merci d'être là pour cet webinaire aux États-Unis pour les parents français. Je m'appelle Juan Tecles, je suis directeur européen de CT Fertility. J'aimerais bien présenter les présenteurs de cette soirée. Chez CT Fertilité, il y a le docteur Mel Thornton, directeur médical, et aussi docteur Jean Peligno. Et après, il y a la manager des relations de clients de Conceivabilities. Et après, Clélia Richard, avocate spécialisée au thème juridique de la famille à Paris. J'aimerais bien commencer la présentation du premier orateur. Alors, je donne la parole au docteur Thornton. Bonjour à tous, merci d'être ici aujourd'hui. Je suis ici pour vous donner des informations concernant toute la procédure médicale et répondre à toutes vos préoccupations pour que vous soyez tout à fait conscients des différentes étapes de cette procédure. Alors tout d'abord, je vais présenter CT Fertility. Nous sommes un laboratoire. Nous sommes basés à Connecticut, à Manhattan, à New York et aussi à Barcelone. La plupart de nos centres sont au Connecticut, et c'est-à-dire à 1h20 de New York. À New York, nous avons des bureaux pour les consultations ainsi qu'à Barcelone. Alors voilà, je vous présente notre équipe et certains des enfants que nous avons aidés à concevoir. Voilà notre équipe. Vous aurez une idée plus claire quand vous viendrez nous rendre visite au Connecticut. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur la procédure de la FIV, la fécondation in vitro. Et vous allez entendre parler de la maternité de substitution un peu plus tard. À CT Fertility, nous aidons à concevoir des embryons, à trouver des donneuses d'ovocytes et à passer l'ensemble des tests de sélection pour l'étape du transfert des embryons. Donc je vais me concentrer sur les principaux points et sur la procédure. Alors, à CT Fertility, nous sommes connus pour notre base de données très large de donneuses d'ovocytes. Nous avons près de 200 donneuses d'ovocytes et 150 sont actuellement actives et nous en recrutons plus tous les jours. Nous avons des donneuses anonymes et non anonymes. Certaines veulent rester anonymes et nous avons également des donneuses qui vont partager leurs informations et qui vont donc passer l'ensemble des procédures. Nous avons également des ovules congelés et nos donneuses veulent souvent vous rencontrer par Skype ou même si elles sont anonymes. Alors, comment faire pour sélectionner ces donneuses? Notre procédure de sélection est très rigoureuse.
Et l'avantage, c'est que lorsque vous choisissez votre donneuse, elle est prête à tout moment parce que tout le processus de sélection a déjà eu lieu. Dans notre base de données, vous avez toutes les informations nécessaires sur ces donneuses, des questions, des photos et tout un ensemble d'informations. Nous procédons également à un test génétique. Nous recherchons notamment la présence de maladies ou nous testons également leur réserve d'ovocytes. Nous nous concentrons également, en plus de leurs antécédents familiaux, nous nous assurons qu'elles passent un examen physique et qu'elles soient en bonne santé. Nous nous assurons également qu'elles aient assez d'ovocytes. Parce qu'en effet, ce qui est important, c'est de choisir la bonne donneuse d'ovocytes, celle qui va faire de votre expérience une expérience réussie. Donc c'est important qu'elle soit en bonne santé et que leur réserve d'ovocytes soit suffisante. Donc nous leur faisons passer une échographie notamment, et vous le voyez à l'écran. C'est le résultat de l'échographie et qui nous montre la réserve d'ovocytes. Donc, pour ce qui est des critères de sélection, ces donneuses ont souvent moins de 30 ans, elles ont en moyenne 25 ans. On s'assure qu'elles soient non fumeuses, que le dépistage de drogue soit négatif et également que les dépistages de maladies infectieuses soient négatifs. Alors, qu'en est-il du processus de gestation? Les récipiendaires passent également un processus d'évaluation médicale. Nous réalisons tout un ensemble de tests en laboratoire pour diagnostiquer des éventuelles maladies et nous assurer qu'elles soient non fumeuses. Et ce qui est particulièrement important, c'est nous assurer de la bonne santé de leur utérus. Donc vous voyez à l'écran, il y a une photo. C'est une échographie, donc évidemment elle est tout est gris, mais si vous voyez au milieu il y a une petite zone noire. Ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'eau dans l'utérus afin de pouvoir explorer les cavités pour s'assurer que il n'y a aucune maladie propre à l'utérus. Donc ici, vous voyez que la cavité est tout à fait normale, mais lorsqu'il y a une anormalité, vous voyez qu'il y a tout un ensemble de zones grises et une zone grise à l'intérieur de la zone noire. Dans ce cas, si c'est par exemple une mère porteuse ou une récipiendaire d'ovules, on s'assure qu'il n'y ait pas ce type d'anomalie pour poursuivre le traitement. Ensuite, on se concentre sur les hommes. Pour eux, c'est également essentiel de passer un test pour savoir s'ils ont assez de spermatozoïdes. On effectue également des tests médicaux et génétiques. À City Fertility, lorsque quelqu'un est à l'étranger, on s'assure à ce qu'il fasse une visite dans notre clinique au moins une fois et on fait un test sur les spermatozoïdes. Donc on fait ça dans nos bureaux, on s'assure qu'il y a assez de spermatozoïdes et ensuite on passe à la congélation pour qu'il y ait assez de spermatozoïdes pendant la procédure. Ceci a l'avantage que les donneurs doivent venir une fois et ne sont pas obligés de venir plusieurs fois. Donc on utilise les ovules et les spermatozoïdes congelés et
il faut tout de même se rappeler que qu'ils soient congelés ou frais, les chances de succès sont les mêmes, mais pour des questions de logistique, on utilise plutôt les spermatozoïdes et ovocytes congelés. Alors, concernant le processus de fécondation après temps, c'est une procédure en 2 temps. Il y a un cycle qu'il faut synchroniser. On doit synchroniser les cycles du donneur et du récipiendaire. Donc, ce que vous voyez à l'écran à gauche, c'est la photo d'une ovaire. Et ensuite, les follicules multiples ou les œufs qui produisent les ovules, pardon. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de synchroniser les 2 procédures pour l'implantation. Une fois que les ovocytes sont prélevés, en général, il faut beaucoup de spermatozoïdes pour une bonne fécondation. Et en général, cette technique n'est pas très efficace, le fait d'entourer l'ovule avec le sperme. Les chances de succès sont de 50% uniquement. Donc, ce qu'on fait à City Fertility et aux États-Unis en général, c'est qu'on procède à une injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, qu'on appelle ICSI. Donc, on prend un spermatozoïde qu'on injecte directement dans l'ovule afin de s'assurer d'une bonne fécondation. Et les chances de succès sont plus de 80% ici à City Fertility, lorsque on choisit cette procédure. Alors, une fois fécondés, nous avons, par exemple, des futurs parents qui vont prendre les embryons fécondés et ensuite on développe les embryons en laboratoire. Ici, on voit les ovules qui ont été fécondés. On les suit de près pour s'assurer de le bon développement de l'embryon. Et à City Fertility, on s'assure que les chances d'une bonne implantation soient les meilleures. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est le blastocyste. Donc c'est la première étape de développement d'un embryon. Et donc en haut, c'est ce qui devient le bébé. Et petit à petit, ce blastocyste se transforme en embryon. Donc vous voyez sur l'écran, et à City Fertility, on s'assure de congeler les embryons qui sont les meilleurs, dont la qualité est bonne. Une fois que ces embryons sont développés, on passe au transfert d'embryons. Donc on insère 1 ou 2 embryons dans l'utérus. On va en parler un peu plus tard. Et on suit cette procédure avec une échographie pour que les embryons soient bien placés. Après le transfert, on fait un premier test de grossesse pour s'assurer de la bonne implantation de l'embryon. Alors ici, à City Fertility, on a aussi des cycles, ce qu'on appelle les cycles partagés. On a par exemple 2 couples qui se partagent le coût du cycle. Ici, par exemple, on voit qu'il y a 30 ovules qui ont été prélevés et chacun des couples a eu 15 ovules pour avoir les meilleures chances d'obtenir ou de pouvoir concevoir un enfant. Donc,
on partage le nombre de vos sites, ce qui permet de réduire les coûts pour ces futurs parents. Si vous êtes un couple de même sexe, par exemple, on vous recommande un cycle de dons complet. Alors la question est de savoir combien d'embryons sont transférés. Ici aux États-Unis, on préfère le transfert d'un embryon unique pour éviter les grossesses multiples. On passe par une procédure qui s'appelle l'examen génétique préimplantatoire et cela nous permet aujourd'hui de mieux sélectionner les embryons. Et donc cela nous permet d'implanter un seul embryon et de réduire les grossesses multiples. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a des risques pour la mère porteuse, la récipiendaire de l'embryon, pour le fœtus lui-même. Il y a aussi des risques comme le diabète et pour la grossesse, notamment les fausses couches et le travail ou l'accouchement prématuré, ce qui peut donner lieu à des complications pour le bébé. Donc ce que vous voyez ici, c'est un ensemble de statistiques qui comparent le transfert d'un embryon unique au transfert d'un embryon double. Et donc, vous voyez que les résultats sont à peu près similaires. La différence entre les deux, vous le voyez en bleu, c'est le risque d'obtenir des jumeaux qui est de 33%. Et à ce sujet, vous voyez que les jumeaux sont un risque. Il y a aussi pour ces jumeaux un risque d'accouchement prématuré. Voilà, donc maintenant examinons un petit peu la différence entre les embryons frais et congelés. Et mon partenaire ici, M. De Pignot, est un expert en maternité assistée. Il va vous en dire un peu plus. Bonjour à tous. C'est un peu difficile de comprendre et de savoir le cycle que vous souhaitez. On a l'impression que lorsque c'est frais, peut-être que c'est mieux. C'était peut-être le cas il y a 20 ans, mais aujourd'hui les choses ont beaucoup changé. Les méthodes de congélation se sont beaucoup améliorées. Elles sont beaucoup plus rapides et en fait, aujourd'hui, nous nous éloignons de la recommandation d'embryons frais. Nous préférons les embryons congelés parce que les chances d'une implantation réussie sont plus importantes. Et ce que nous voulons, c'est d'arriver à la naissance d'un bébé. Donc, le fait de choisir les embryons congelés réduit de nombreux risques, notamment les risques de fausses couches. Il y a aussi un certain nombre de risques concernant les naissances prématurées. Et ceci donne lieu à des risques pour la santé du bébé. Alors, je reviens sur les photos. Ce qui est important également, c'est la synchronisation. La synchronisation pour la gestation, donc du cycle de la personne qui a été fécondée.
Et il peut y avoir des difficultés en termes de synchronisation parce que il y a des différences d'une personne à l'autre. Par ailleurs, au moment du transfert, le cycle peut être différent d'une femme à l'autre. Par ailleurs, les embryons congelés nous permettent également de procéder à des tests génétiques. Et je pense que cet aspect est de plus en plus important parce que ainsi, nous pouvons avoir une influence sur l'embryon que nous allons choisir. On sait que la qualité dépend de l'âge, mais de la donneuse, mais également de sa qualité, de la qualité des ovocytes. Il y a aussi des aspects chromosomiques. Il y a certaines altérations, modifications chromosomiques qu'il nous faut examiner. Et grâce à cet examen génétique, nous pouvons nous rendre compte de ces anomalies. Et donc, cela permet d'éviter les fausses couches et autres problèmes. Entre le jour 5 et 6 de développement de l'embryon, il nous suffit de prélever quelques cellules pour réaliser cet examen génétique. On ne touche pas, bien entendu, au fœtus. On pourra seulement savoir le nombre de chromosomes que l'on peut visualiser. Et on peut voir s'il y a une trisomie, par exemple. Mais on peut aussi s'assurer que chacun des chromosomes soit examiné. Et ça, ce n'était pas possible avant. On peut savoir et obtenir de nombreuses informations grâce à l'examen de ces chromosomes. Et aujourd'hui, sur cet écran, on voit qu'il y a un problème avec un chromosome parce qu'une information est manquante. Et comme vous pouvez le voir à l'écran. Et ceci est très important parce que si le chromosome est anormal, l'enfant va également avoir un certain nombre d'anomalies. Donc, les examens génétiques préimplantatoires existent aujourd'hui et cela permet de mieux sélectionner les embryons que nous allons transférer. On peut ainsi augmenter les chances de succès. Les chances de succès d'une maternité de substitution, qui est souvent un processus très émotionnel, très difficile, et donc c'est très important d'augmenter les chances de succès. On peut également vous rassurer pour ce qui est de certaines maladies parce qu'on peut réaliser cet examen et donc cela permet également de réduire le coût de multiples transferts qu'il faudrait faire si on n'avait pas ce test. Cela permet donc également d'être plus rassuré et ceci est essentiel. On peut éviter notamment le risque d'avoir des jumeaux et donc de multiplier les complications. Cela permet d'assurer une grossesse qui soit la plus sûre possible. Et enfin, je voulais vous parler d'une nouvelle innovation. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et c'est vraiment très motivant. Aujourd'hui, on peut compter le nombre
de ce qu'on appelle les ADN mitochondriaux. C'est l'énergie qui permet d'activer chacune de mes cellules, et le niveau de ce type d'ADN, donc cet ADN mitochondrial est essentiel pour l'énergie, la bonne vitalité de l'embryon. Voilà, j'espère que je vous ai donné un aperçu de ces nouvelles technologies. Si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas à nous les poser. Et ce qui est aussi important de rappeler, c'est que M. de Pignot parle couramment le français. Donc si vous voulez poser vos questions en français, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Oui, je voudrais aussi rappeler à nos participants, j'ai oublié de dire au début, vous pouvez poser des questions directes à tous les participants, mais gardez vos questions pour la fin. Nous aurons une session de questions-réponses. Vous pouvez les écrire dans le chat que vous avez à l'écran. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons Stéphanie Follet de Conceivabilities. Merci Stéphanie. Bonjour à tous et merci d'être là ce soir. Je travaille chez Conceivabilities et j'aimerais bien présenter notre programme. Conceivabilities, ça fait depuis 1996 qu'on aide les familles avec la gestation pour autrui. Nous sommes là, on sait que c'est un processus difficile pour fonder des familles avec la gestation pour autrui. Il faut considérer une agence professionnelle et prudente. Il faut une équipe d'experts pour vous guider par ce processus aux États-Unis. Nous sommes des spécialistes dans fonder des familles. Depuis 1996, nous sommes là pour aider avec le processus. On a perfectionné le processus impliqué et c'est vraiment une approche d'équipe. On travaille sur le niveau psychologique, physique, juridique et médical pour vous aider dans le processus. On est considéré le standard dans l'industrie. Comme j'ai déjà mentionné, c'est vraiment une approche d'équipe. Nous sommes la seule agence avec notre expérience dans l'industrie. La clé de notre succès est le processus Matching Matters. C'est vraiment une méthodologie exclusive qui offre une stratégie individualisée sur mesure pour vous. Notre processus commence avec une méthode de 3 phases de sélection. Nos mères porteuses sont sélectionnées quant à leur niveau de bonne santé physique et psychologique. Moins d'1% des candidates deviennent des mères porteuses dans notre sélection. C'est vraiment le processus de sélection plus rigoureuse dans l'industrie. C'est aussi le timing du processus. On fait tout le processus de sélection avant de sélectionner les mères porteuses. Et comme ça, vous pouvez économiser en tant qu'argent et aussi énergie. On s'assure d'avoir les bonnes candidates. Ça, c'est vraiment un point clé qui nous distingue dans l'industrie. On fait toutes les sélections et l'examen pour trouver les mères porteuses exceptionnelles. On vous invite de nous appeler
de nous envoyer un courrier pour programmer un rendez-vous. Il peut sembler un processus très compliqué aux États-Unis, mais avec notre agence, on peut vous guider avec chaque pas. Alors, on espère votre communication bientôt. Merci beaucoup, Stéphanie. Et maintenant, on essaye de faire la connexion avec l'avocate Clélia Richard, qui est basée à Paris. J'aimerais bien aussi prendre une minute pour des questions techniques. On a des problèmes avec la connexion avec Clélia Richard. Alors, on pourrait profiter de ce moment pour des questions des participants, du public. Alors, on peut profiter ce petit moment pour des questions. Alors, je vois que Isabelle dit que la connexion est bonne, mais je ne sais pas si les participants français ont des questions pour les docteurs ou pour Stéphanie. On a reçu une question. Alors, pour donner des échantillons de sperme, il faut combien de journées, il faut rester combien de journées aux États-Unis pour faire tous les examens médicaux nécessaires? Il faut rester pendant combien de jours aux États-Unis pour faire les examens? Alors, je vais donner la parole au docteur pour donner une réponse. C'est une bonne question. Il faut rester combien de jours? Alors, il y a deux façons de répondre. Au niveau médical, il faut simplement quelques heures. Alors, il faut rester une journée uniquement aux États-Unis. Mais il faut garder à l'esprit que on est à 1h20 de la ville. Si c'était moi qui allais faire le processus, moi, j'aimerais bien profiter du voyage et passer 4 ou 5 jours sur place. Merci, Juan. Merci beaucoup, docteur. Et maintenant, Olivier a une question pour Stéphanie. Il demande, vous êtes basé où aux États-Unis? Merci, Stéphanie. Chez l'entreprise de Conceivabilities a le siège à Chicago, mais on a des agences par tous les États. Mais on a le siège à Chicago. Merci beaucoup, Stéphanie. Autre question? Comme moyenne, il faut combien de temps pour trouver une mère porteuse spécialisée? Il faut entre 3 à 6 mois pour passer par tous les processus de sélection et d'appariement. Mais c'est vraiment du temps bien investi. Chez Conceivabilities, on a un taux de succès de
95% avec la première candidate, avec la première mère porteuse sélectionnée. Alors, une fois fait la sélection, c'est vraiment une façon d'économiser l'argent et l'énergie parce qu'il faut simplement considérer une candidate. Il ne faut pas passer par le processus plusieurs fois. Alors, la moyenne, c'est entre 3 et 6 mois. Merci beaucoup, Stéphanie. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public pour les orateurs? On attend toujours pour résoudre les problèmes techniques avec la connexion. La question va diriger à Stéphanie. S'il y a un processus de sélection différent où tous les processus de sélection ont le même prix pour les grossesses multiples ou pas? C'est encore une bonne question. Et la réponse, c'est qu'effectivement, il y a une différence. Si on sait que les parents d'intention ont intérêt à faire une grossesse multiple, il faut passer par un entretien, une réunion avec une spécialiste qui peut vous préparer. Si on est d'accord que vous allez continuer avec ce processus de grossesse multiple, il faut prendre rendez-vous pour vous sensibiliser quant au risque et quant au coût. Le coût augmente. En moyenne, les familles qui ont intention d'une grossesse simple, c'est entre 130 000 à 150 000 au total. Ici, c'est l'implantation de grossesse double. C'est 150 000 à 170 000. Ce sont des estimations des coûts pour les grossesses multiples. Si vous avez besoin d'informations plus détaillées, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous. On peut le programmer comme vous voulez. Merci beaucoup, Stéphanie. Pour savoir quel objectif vous voulez. Donc il faut bien sélectionner la mère porteuse. Et cela fait partie du processus clinique. Donc, par exemple, une femme qui a déjà eu plusieurs césariennes n'est pas la bonne candidate. On veut aussi s'assurer que si jamais cette femme tombe enceinte et attend des jumeaux, on veut s'assurer de minimiser au maximum les risques. Donc on travaille en étroite coopération avec certaines agences de mères porteuses, comme par exemple Conceivabilities. Et donc c'est très important de s'assurer d'une grossesse sûre. On va également assurer le suivi de ces mères porteuses dans nos cliniques
on va s'assurer d'un certain nombre de facteurs et des contre-indications, mais on va aussi essayer de déterminer la meilleure stratégie pour la mère porteuse avec l'agence pour définir des garde-fous en cas de risque de complications qui sont plus courantes pour les grossesses multiples ou pour le cas de jumeaux. Merci. Merci beaucoup, Dr De Pigno. Je rappelle aux intervenants de rester près de leur micro pour qu'on puisse mieux vous entendre. Merci beaucoup. Alors, j'ai enfin avec moi et avec nous Madame Clélia Richard. Elle a résolu ses problèmes de connexion. Je suis prêt à lui donner la parole. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation et je vais tenter de vous faire un exposé assez rapide de la situation du droit concernant la GPA en France et donc les problèmes juridiques qui peuvent se poser à l'égard des projets que vous avez tous, soit dans l'intention d'entamer, soit que vous avez déjà entamé. J'ai fait, vous voyez donc les diapositives qui s'affichent sous vos yeux. Donc, ce sont des diapositives un petit peu ambitieuses. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout aborder. C'est un sujet sur lequel on peut parler pendant des heures. Donc, j'espère que je vais être la plus claire possible et essayer de vous résumer les problèmes juridiques qui se posent. Donc, j'ai appelé mon petit exposé l'état des lieux de la législation française sur les procréations médicalement assistées et la gestation pour autrui, sachant que c'est bien entendu la gestation pour autrui qui nous intéresse plus ce soir. Alors, j'avais fait un petit plan de la conférence. Je ne vais pas le suivre de manière exhaustive parce que j'ai envie d'insister vraiment sur ce qui me paraît le plus intéressant, à savoir comment vous allez pouvoir, lorsque vous vivrez avec la famille que vous aurez créée et vos bébés ou votre bébé sur le sol français, les problèmes en fait administratifs qui vont se poser et relatifs à l'état civil de votre enfant. En fait, dans cette première diapo, je rappelais que si la procréation médicalement assistée est réglementée en France, je vous rappelle qu'elle est réservée en réalité à un public particulier, à savoir les couples hétérosexuels, mariés ou non, mais qui présentent donc une infertilité médicalement constatée. Donc, dans les techniques de procréation médicalement assistée, on ne fait pas rentrer dans ce vocable la gestation pour autrui. Pourquoi ? Parce que la gestation pour autrui, donc ça je pense que c'est un rappel pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, n'est pas autorisée en France. Alors non seulement elle n'est pas autorisée, mais en plus elle est interdite, elle est prohibée, à savoir que c'est à la fois sur le plan civil et sur le plan pénal. Il y a donc une législation particulière qui impose, j'allais dire malheureusement, aux couples d'intention, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, qui veulent recourir à la gestation pour autrui, de se rendre à l'étranger. Ensuite, vous voyez, donc, on est toujours sur le plan, là je brosse les grandes idées, que l'état civil de l'enfant né à l'étranger par gestation pour autrui
et les liens de filiation avec ses parents vont poser un certain nombre de problèmes dans certains cas de figure. Donc j'ai détaillé en 6 points les choses qui sont à aborder et qui sont importantes à aborder. Donc comme je vous disais, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout détailler, mais je ciblerai au maximum et ensuite j'attendrai vos questions pour pouvoir être un petit peu plus précise sur les points qu'on n'aura pas eu le temps d'aborder. Voilà. Alors donc là par exemple, j'ai pas très envie j'ai envie de passer assez vite puisque comme je viens de vous le dire en introduction, ce qu'il faut retenir en ce qui concerne les projets de gestation pour autrui, c'est que il est évidemment fortement recommandé de conduire ces projets recommandés là où les législations nationales encadrent le processus. Je dis ça à dessein parce que il existe, je le sais, dans beaucoup de forums ou beaucoup de sites, des annonces qui proposent des projets à faire en France. Donc je rappelle que c'est strictement interdit, que des poursuites pénales peuvent être engagées et que dans ces contrats, j'allais dire, de gestation pour autrui sauvage, que je mets entre guillemets, peut se poser un tas de problèmes, et notamment, par exemple, la remise de l'enfant aux parents d'intention, la rémunération, toutes ces choses-là ne sont en réalité pas encadrées, et au moment où ça se passe mal, ça se passe très mal, et puis en plus de ça, des poursuites pénales peuvent être engagées. Donc, il est fortement recommandé que ces projets soient conduits à l'étranger et fassent quand même l'objet d'un suivi juridique en France, et on va voir pourquoi. Là, pareil, j'ai pas envie de beaucoup m'étendre. Vous la connaissez dans les grandes lignes, la législation sur la procréation médicalement assistée, la PMA ou le don d'ovocytes. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, elle est permise en France, mais dans un cadre assez restreint, et donc sont exclus du champ d'application de la loi les couples homosexuels, les femmes célibataires, et les couples de femmes, bien entendu, et puis ce qui concerne aussi ce qu'on appelle la coparentalité, donc des rencontres entre soit un couple d'hommes homosexuels, soit un couple de femmes homosexuelles qui veulent faire un enfant, concevoir un enfant ensemble. Alors, je répète, mais donc là aussi je passe assez vite. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur le plan civil, en fait, un contrat de gestation pour autrui, quand bien même d'ailleurs il est signé à l'étranger et conforme à l'État dans lequel il a été signé, et que tout est bien bordé, ce contrat de gestation pour autrui n'existe pas en France. Vous ne pouvez pas le produire devant les tribunaux, vous ne pouvez pas le produire à l'état civil. Alors on verra que si on a le temps, que parfois, en fait, dans certaines administrations, et notamment des tribunaux d'instance pour la délivrance des certificats de nationalité française, parfois on vous demande de produire ces contrats. Bon, le fait est que ces contrats en droit français n'existent pas sur le plan civil. Et puis, donc, je vous ai rappelé qu'il s'agissait également d'un délit et donc passible de poursuites et de sanctions pénales. Ceci rappelé que lorsque les projets sont exécutés à l'étranger, exclusivement à l'étranger, de la signature du contrat jusqu'à la naissance de l'enfant, il n'y a que très peu de probabilité, voire même quasiment aucune probabilité, d'être poursuivi pénalement, pour des raisons techniques, mais qui peuvent se résumer, vous allez le comprendre, je pense très bien. Il n'est pas possible d'être... il est possible pour une personne française d'être condamnée poursuivie et condamnée en France pour un délit commis à l'étranger,
si et seulement si, dans ce pays étranger, il est également considéré comme un délit. C'est ce qu'on appelle la condition de réciprocité. Et dans les pays où vous allez vous rendre pour mener à bien votre projet, peut-être la plupart d'entre vous aux États-Unis, mais pas forcément, la gestation pour autrui n'est pas un délit. Donc, il y a très très peu de probabilité d'être poursuivi sur le plan pénal. Donc, vous avez en conclusion, en résumé, ce qu'il ne faut pas faire. Comme je l'ai dit, mener ce projet en France m'apparaît totalement irresponsable et puis générateur de risques inconsidérés, à la fois sur le plan contractuel puis sur le plan humain, soyons clairs. Pour autant, c'est la conséquence de ce que je viens de vous exposer aussi, il ne faut pas renoncer à son projet de fonder une famille et puis donc de se laisser guider vers les pays qui vous permettent de réaliser ce projet. Alors voilà en fait le vif du sujet et les thèmes qui seront abordés avec vos avocats qui vous suivront en fait dans les pays dans lesquels vous allez vous rendre. À savoir que ça soit d'ailleurs pour les couples hétérosexuels ou pour les couples homosexuels, ce qu'on appelle j'appelle en fait les parents d'intention, il y a toujours 2 parents d'intention, mais la plupart du temps, mais c'est pas le cas non plus, mais c'est assez rare quand ce n'est pas le cas, un parent est relié biologiquement à l'enfant et pas l'autre. Donc je vais appeler le parent qui n'est pas relié biologiquement à l'enfant le parent social. Alors, soyons clairs, c'est toujours le parent d'intention, que je parle d'une femme ou que je parle d'un homme, mais pour que ça soit plus clair dans la suite de mon exposé, la grande question c'est comment le lien de filiation entre l'enfant et le parent social va-t-il être reconnu sur le sol français? Alors j'avais donc mis dans cette diapositive tout d'abord dit que l'état civil et la nationalité de l'enfant qui naît à l'étranger par gestation pour autrui est globalement en voie de... Alors j'ai utilisé le terme de normalisation, mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même un cheminement positif de la jurisprudence et puis de l'appréhension administrative de la situation de ces enfants. Donc, vous connaissez tous l'arrêt Menson et Labassé, qui a été rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 26 juin 2014, qui a condamné la France sur le fait que la France ne pouvait pas prétexter que l'enfant était conçu par gestation pour autrui pour priver l'enfant en fait de son état civil et dont la nationalité. Voilà, l'arrêt Menson et Labassé, il dit ça, et rien que ça, parce qu'en fait, il a été sujet à plein d'autres interprétations, mais notamment sur la transcription du lien de filiation entre le parent social et l'enfant. Mais j'allais dire, pour l'instant, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, la GPA, réalisée à l'étranger, ne peut plus être un obstacle à l'établissement de l'état civil de l'enfant, dont fait partie la nationalité et dont fait partie la filiation. Alors, un arrêt extrêmement important de la Cour de cassation a été rendu donc 1 an plus tard, le 3 juillet 2015, en assemblée plénière, et c'est l'arrêt Boron. Alors, cet arrêt Boron vient, si vous voulez traduire juridiquement l'arrêt Menson dans l'ordre juridique interne français. Donc, c'est un arrêt extrêmement important qui a opéré une jurisprudence, un revirement de jurisprudence, comme on dit chez nous, à savoir que, effectivement, là, du coup, c'est la Cour de cassation qui reprend les termes presque en copier-coller de l'arrêt Menson et Labassé, des arrêts Menson et Labassé, pour dire, GPA ou pas, c'est pas le problème, l'enfant a droit à un état civil et celui-ci doit être dressé. Et l'acte de naissance étranger doit faire l'objet d'une transcription sur les registres français de l'état civil si
il est conforme à la réalité. Donc, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans l'arrêt Boren, il s'agissait d'une gestation pour autrui qui avait été faite en Russie, et que donc la femme porteuse, la surrogate, est sur l'acte de naissance de l'enfant. Donc, effectivement, le fils le petit garçon dans cette affaire a un acte de naissance hétéronormé, donc un papa et une maman, donc qui est tout à fait conforme au droit français, et donc à l'heure où je vous parle, et d'ailleurs assez vite après que la Cour de cassation ait rendu son arrêt, 4 mois plus tard, effectivement, s'opérait la transcription de l'acte de naissance de cet enfant sur les registres de l'état civil français. Donc ça, c'est les deux grands repères qui font qu'aujourd'hui, on est quand même effectivement, dans certaines hypothèses, beaucoup plus à l'aise qu'avant sur la transcription des actes de l'état civil des enfants nés à l'étranger, par GPA bien entendu. Donc je passe assez vite, sauf si vous avez des questions que vous me poserez après coup, sur l'état civil. Donc je vous disais, l'état civil, ça comprend la nationalité, la filiation, évidemment le lieu, la date de naissance, ça comprend encore le sexe de l'enfant. Peut-être que dans quelques années, ça sera plus le cas, mais là, ça en fait encore partie. Et puis, je vous disais, je vous ai parlé tout à l'heure de certificat de nationalité française. Donc, ce certificat de nationalité française, qu'est-ce que c'est ? C'est un acte qui est délivré par le tribunal d'instance du lieu où vous résidez. Le greffier en chef vous demande tout un tas de papiers et va délivrer, après vérification d'un tas de critères, ce certificat de nationalité française. Ce certificat de nationalité française est délivré la plupart du temps, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard, la plupart du temps, et même quand 2 pères sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant, appelons le birth certificate. Si 2 pères sont mentionnés sur ce birth certificate et que ces 2 pères sont français, les certificats de nationalité française sont délivrés sans aucun problème. Sauf que un seul des 2 pères sera noté sur le certificat de nationalité française. Ça, c'est important de le dire parce que pour certains, ça paraît comme une anomalie, mais c'est tout à fait, j'allais pas dire normal, mais c'est logique au regard du droit français. Alors, le lien de filiation, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Alors, l'état civil aux États-Unis, comparé à l'état civil en France, juste pour vous en dire 2 mots, et pour que vous compreniez bien, l'état civil de l'enfant qui naît par gestation pour autrui aux États-Unis va se construire de manière assez libérale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les parents d'intention sont assez libres finalement de faire mentionner sur l'acte de naissance de leur enfant ce qu'ils souhaitent. Bien entendu, quand on est 2 parents intentionnels et les 2 signataires du contrat de GPA, j'allais dire la logique des logiques, c'est que au moment où le juge aux États-Unis, parce que c'est un juge aux États-Unis qui va établir le birth certificate, alors qu'en France, on est sur une procédure administrative purement et simplement. Aux États-Unis, c'est un juge judiciaire qui prend les justificatifs des parents intentionnels et notamment le contrat de gestation pour autrui et va donc établir le birth certificate soit avec les 2 pères, soit avec un père tout seul, le père biologique, soit dans certains États, de ce que j'ai compris, la surrogate peut également y figurer, mais c'est quand même plutôt rare. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi le juge aux États-Unis, retenez bien parce que c'est important pour après, peut, dans un premier temps, établir un birth certificate avec le parent biologique, appelons le père biologique, et puis, dans un deuxième temps, établir un deuxième birth certificate avec le parent social, dont je parlais tout à l'heure, qui fait
l'adoption de l'enfant biologique, donc de son mari ou de sa femme si les personnes sont mariées, l'adoption de l'enfant de son conjoint. C'est-à-dire que vous avez plusieurs possibilités pour le juge américain d'établir le birth certificate, j'allais dire, final. Le birth certificate final, il mentionnera les deux parents d'intention. Mais certains passeront par l'adoption de l'enfant du conjoint. Je parle de quelque chose qui est fait aux États-Unis, selon une procédure assez rapide. Ça peut prendre 3 semaines, 1 mois. Bien sûr, ce sont des démarches supplémentaires, donc qui vont avoir un coût supplémentaire. Mais c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que, comme on le verra un petit peu plus loin sur mes diapositives que je vais aborder un petit peu plus loin, c'est dans cette hypothèse seulement que la transcription du birth certificate sera possible. Alors là, on a vu tout à l'heure ce que je vous ai parlé, donc les grands principes, l'arrêt Menson et la Bassé, donc de la Cour européenne des droits de l'homme, et puis l'arrêt Boren. Donc je pense que c'est assez clair et que, si vous avez des questions, bien sûr, on peut revenir dessus, mais donc c'est ce que je vous disais, pour la CEDH, c'était la condamnation de la France pour avoir violé la Convention européenne des droits de l'homme en refusant d'inscrire à l'état civil un enfant né par gestation pour autrui. Et puis, donc, la transcription dans l'ordre juridique interne avec donc le cas de l'affaire Boren et donc de ce petit garçon né en Russie. La définition et les définitions, le vocabulaire, je pense que alors le certificat de nationalité française, je vous en ai touché 2 mots. L'état civil aussi. Alors la filiation paternelle, je pense que tout le monde comprend. La filiation paternelle biologique, elle sera toujours reconnue en droit français. Ce qui va poser problème, c'est la deuxième filiation paternelle, donc ce que je disais tout à l'heure. Elle ne sera reconnue, celle-là, que si il y a l'adoption de l'enfant du conjoint. Donc on y revient plus tard. En ce qui concerne la filiation maternelle, pour les couples hétérosexuels qui vont qui vont fonder leur famille à l'étranger avec un processus de gestation pour autrui, ça va être la même problématique. Et j'allais dire, c'est une problématique, mais même encore un peu plus forte, parce que en droit français, la filiation maternelle est une filiation qui est fondée sur le constat de l'accouchement. À savoir qu'on n'est même pas sur la question de savoir si l'ovocyte appartient à la mère. En droit français, la mère, c'est celle qui accouche. Donc, lorsque la mère d'intention, donc ce parent social, souhaite se faire inscrire sur l'acte de naissance étranger en qualité de mère, va se poser, et se pose encore, la question de la reconnaissance de ce lien de filiation, qui pose problème en France. Donc c'est pour ça que, et alors au risque de choquer un petit peu, parce que je sais que c'est des questions qui sont extrêmement délicates pour ces dames qui sont obligées de faire porter leur enfant par une autre femme. Mais nous, on travaille pour pouvoir faire reconnaître ce lien de filiation maternelle sur le sol français. On essaye, en fait, avec les avocats étrangers, de faire l'adoption de l'enfant du conjoint sur le sol étranger, puisque c'est la seule manière d'avoir, de manière sûre, la transcription de l'acte de naissance. Alors, la filiation d'intention, tout le monde voit ce que c'est. Et l'adoption aussi, bien qu'on y reviendra peut-être un petit peu en détail, puisque vous savez qu'en France, il y a l'adoption simple, l'adoption plénière. Donc, il y a
des petites différences, des choses à connaître. Alors, le dernier point sur cette diapositive est extrêmement important. C'est les conséquences du lien de filiation, en fait, parce que au-delà de la dimension symbolique de devenir parent de cet enfant, désiré et attendu, il y a les effets juridiques de la filiation, à savoir que vous pourrez transmettre votre nom de famille, vous pourrez transmettre votre patrimoine, il y aura l'autorité parentale, ça je ne l'ai pas noté sur la diapositive, mais il faudra que j'améliore ma diapositive. Et puis les corollaires, c'est l'obligation alimentaire et la responsabilité civile, bien sûr, donc de l'enfant. L'obligation alimentaire, c'est même quand on ne vit pas avec l'enfant, quand on est son parent, eh bien, on s'engage à lui fournir une pension alimentaire. Alors, là, c'est pareil, j'ai brossé dans les grandes lignes ce que décrit un petit peu cette diapositive. Donc, je vous disais que l'acte de naissance aux États-Unis est établi donc par un juge et l'acte de naissance peut très bien être établi directement avec les parents d'intention sans aucun problème. Qui va poser problème, c'est la transcription après de cet acte de naissance étranger. Et donc, je vous disais qu'effectivement, il est possible aussi d'établir le birth certificate en 2 temps. Premièrement avec le parent biologique et ensuite par le biais de l'adoption qui est réalisée aux États-Unis. Sachant que, encore une fois, les procédures d'adoption aux États-Unis sont à très grande vitesse par rapport à celles qui peuvent être faites en France. Donc, pour résumer sur les actes de naissance des enfants nés à l'étranger de GPA, ceux qui vont pouvoir être transcrits sans problème sur les registres français de l'état civil, et ceux qu'on rencontre en fait le plus souvent, c'est ceux qui sont conformes au droit français. Donc ce sont les actes de naissance dits hétéronormés, donc avec un père et une mère, donc hétéronormés et biparental. Ensuite, il y a des actes de naissance qu'on voit de manière moins fréquente, mais où il y a une filiation maternelle, quand le père n'a pas reconnu l'enfant, ça on le voit aussi très couramment. Et les actes de naissance, mais qui sont encore moins fréquents, mais qui existent, c'est les actes de naissance avec une seule filiation paternelle. Ça, on le voit lors des accouchements sous X, lorsque les pères ont reconnu leur enfant, et donc ça existe. Voilà. Donc, depuis la loi du 17 mai 2013, comme vous le savez, c'est la loi Taubira, dite mariage pour tous et adoption. Il peut y avoir sur un acte de naissance 2 parents du même sexe, si et seulement si il s'agit du résultat de l'adoption de l'enfant du conjoint. Voilà. Alors, la nationalité de l'enfant qui naît par gestation pour autrui. En général, donc aux États-Unis, pour prendre cet exemple-là, les enfants seront américains. Ils auront un passeport, ils en auront la nationalité. Et ça ne posera aucune difficulté. Donc c'est pour ça que je dis au passage qu'il n'y a aussi aucune difficulté pour le retour entre les États-Unis et la France, puisqu'on peut voyager sans visa entre la France et les États-Unis, et que donc les retours se font absolument sans aucun problème, quand bien même l'enfant n'est pas encore doté de papiers français. Les démarches peuvent se faire sur le sol français sans aucun problème. Donc, pour obtenir la nationalité française, et ça, j'attire l'attention pour les couples binationaux, il faut vraiment avoir à la conscience que la nationalité française se transmet par les liens du sang. Donc, si il y a 2 pères, par exemple, sur un birth certificate, et qu'il s'agit d'un couple binational, par exemple un couple franco-belge, que le père biologique, c'est le monsieur qui est belge, eh bien, a priori, vous n'obtiendrez pas de certificat de nationalité française dans ce cas. Parce que la nationalité se transmet par les liens
de la biologie, enfin par le lien biologique. Alors, ce que je viens de vous dire est invalidé par ce que je vais vous déclarer maintenant, c'est que la deuxième, pour les couples binationaux, la deuxième manière, si le parent biologique est celui qui n'est pas français, eh bien, si vous faites l'adoption de l'enfant du conjoint aux États-Unis, la transmission de la nationalité se fait également par le biais de l'adoption plénière. Mais aux États-Unis, comme on ne connaît pas la différence entre l'adoption simple et l'adoption plénière, et cette adoption ayant les mêmes effets que l'adoption plénière, vous aurez la transmission de la nationalité également par ce biais. Alors, l'adoption de l'enfant du conjoint aux États-Unis et en France. Donc, je ne reviens pas sur l'adoption de l'enfant du conjoint aux États-Unis, parce que là, on en a parlé suffisamment, enfin, et puis je pourrais répondre à vos questions. Mais il y a aussi, vous en avez entendu parler peut-être, de l'hypothèse où seul le père biologique est noté sur le birth certificate, et puis on revient en France avec un seul père mentionné sur le birth certificate américain, et ensuite on procède à l'adoption de l'enfant du conjoint en France. Alors je rappelle, excusez-moi, pardon, mais c'est peut-être une évidence, mais parfois c'est bon de les rappeler. Évidemment, pour faire l'adoption de l'enfant du conjoint, le conjoint c'est dans un couple marié, donc de toute façon il faut être marié. C'est triste, mais c'est comme ça. La loi Taubira, elle permet l'adoption de l'enfant uniquement du conjoint, et donc il faut pouvoir présenter dans le dossier d'adoption, bien entendu, l'acte de mariage. D'ailleurs, vous ne pouvez pas consentir à l'adoption de l'enfant de votre partenaire de Pacs ou de votre concubin devant le notaire. Le notaire vous demandera de présenter l'acte de mariage puisqu'il s'agit d'une condition légale. Donc, pour vous parler des procédures qui sont actuellement en cours en France sur l'adoption de l'enfant du conjoint dans les couples de femmes, ça s'est très bien passé, même s'il y a eu des épisodes un petit peu compliqués. Aujourd'hui, la chose est complètement réglée, ça marche très bien. Ça prend un petit peu de temps, parce que ça peut mettre 8 mois, 10 mois, 6 mois, selon les tribunaux. Dans les couples d'hommes, que ça soit l'adoption plénière ou l'adoption simple, les procédures sont actuellement en cours. Il y a aujourd'hui 3 juridictions, enfin Paris, La Rochelle, Bayonne, qui ont prononcé ces adoptions. En revanche, les jugements ne sont pas tous définitifs parce que le procureur de la République a fait appel sur certains de ces jugements. Donc, pour quand même vous résumer, parce que sinon, enfin, je ne veux pas vous prendre non plus trop de temps, mais ça fonctionne en France, cette adoption de l'enfant du conjoint dans les couples d'hommes. C'est pas comme une lettre à la poste, mais ça fonctionne et j'ai, enfin, pour ma part, bon espoir que tout ça. Alors, si toutefois la majorité politique, si toutefois l'arsenal juridique ne change pas au gré des changements politiques qui vont intervenir certainement dans les mois qui viennent, il n'y a pas de raison de douter de cette voie-là aussi. Pourquoi il faut privilégier l'adoption du conjoint aux États-Unis? Parce que d'abord, 1, c'est possible, 2, c'est plus court, 3, vous faites la transcription du birth certificate et on n'en parle plus. Votre enfant, il est français, la filiation est reconnue à l'égard des 2 parents, et donc s'il y a un problème, s'il y a une séparation, s'il y a un décès, les choses sont sécurisées. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire, j'ai anticipé un petit peu sur ma diapositive numéro 6. C'est important parce que c'est la seule manière de sécuriser l'enfant au sein de sa famille. Ça ne veut pas dire que les couples qui, alors soit les couples hétérosexuels, soit les couples homosexuels, les couples d'hommes qui se sont fait inscrire sur le birth certificate
ab initio, c'est-à-dire sans la procédure de l'adoption de l'enfant du conjoint, sont perdus à jamais et qu'il n'y a rien à faire. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas, absolument pas, être alarmiste pour ces cas de figure-là, parce que on trouve plein d'autres solutions qui ne sont pas forcément d'ailleurs que du bricolage. Mais pour ça, alors, je pense que j'ai pas le temps d'aborder ça ce soir. C'est les outils juridiques qui existent dans ce cas de figure-là, mais je suis en train de vous présenter j'allais dire la situation optimale en ce qui concerne la sécurisation de votre futur enfant ou de votre enfant au sein de votre famille. C'était ma dernière diapositive. Pour cette présentation très détaillée. Maintenant, il nous reste quelques minutes. On peut prendre des questions des participants. Vous pouvez poser vos questions aux participants. Nous avons 2 questions. Nicolas. Alors, une question pour Clélia. Je vais ensuite donner la parole. Merci pour ces questions, parce que en effet, si vous vous situez du côté des États-Unis, il y a certains États qui vous permettent d'adopter l'enfant de votre compagnon ou partenaire de Pacs. Donc le mariage n'est pas une condition. Donc moi je l'ai vu au cabinet. J'ai vu, il y a un couple d'hommes qui ont créé le lien de filiation à l'égard du père social sans être mariés. Et donc, ils m'ont demandé de procéder à la transcription. Alors, le problème, c'est que du coup, je leur ai demandé en fait de se marier parce que si on suit le raisonnement le raisonnement juridique relatif aux transcriptions, il faut rentrer dans les clous de la loi Taubira. Donc, de toute façon, à un moment donné, il va falloir se marier si on souhaite avoir une transcription du birth certificate. Mais aux États-Unis, dans certains États, ça n'est pas une condition. Alors, est-ce que ça va changer avec Fillon? Alors, je me permets d'enchaîner du coup, Juan. Est-ce que ça va changer avec Fillon? Pour résumer, alors admettons qu'il soit élu, admettons qu'il ait la majorité qu'il obtienne la majorité au Parlement, qui lui permette de faire les réformes auxquelles il entend procéder. Alors, admettons qu'effectivement, il veuille réformer le droit de l'adoption, puisque vous avez tous en tête le débat des primaires entre M. Juppé et M. Fillon. L'un qui disait, en fait, M. Fillon nous a dit « Non, je ne toucherai à rien, sauf que, en fait, ça ne sera que des adoptions simples qui seront faites et non plus des adoptions plénières à l'égard du deuxième père. » ou de la deuxième mère d'ailleurs. Et ils n'ont pas du tout mentionné les cas des couples hétérosexuels qui ont recours, donc aux mères d'intention dont le lien de filiation pose également problème. Ça, ils n'en ont pas du tout parlé. Alors, admettons que toutes les conditions politiques soient réunies et que ça soit prioritaire à leur agenda. Moi, je pense qu'un vrai problème de constitutionnalité va se poser. Parce que si dans la loi Taubira et spécifiquement les couples homosexuels ou les couples qui ont eu recours à la GPA ne sont éligibles qu'à l'adoption simple, je pense que ça ne tiendra pas la route sur le plan de la constitutionnalité. Voilà, ça c'est mon pronostic. Maintenant, il y a derrière François Fillon un mouvement que vous connaissez qui s'appelle Sens commun,
qui ont plus d'un tour dans leur sac, et surtout des idées fortement ancrées pour que finalement la loi Taubira soit privée de ses effets. Donc là aussi, les acquis de la loi Taubira, notamment, et le mariage, parce que je critique un petit peu le fait que on soit obligé de se marier pour adopter finalement l'enfant de son partenaire, enfin l'enfant biologique, parce qu'en fait, en plus, on adopte son propre enfant, mais bon, ça c'est pas grave, refermons la parenthèse. Donc je tape un petit peu sur le mariage. C'est vrai que c'est pas très fair-play de ma part, parce que en réalité, peut-être ce qui va sauver en cas de changement de majorité, c'est ce fameux mariage, l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Pourquoi ? Parce que la Convention européenne des droits de l'homme protège le mariage. Elle protège la liberté maritale, mais elle protège le droit au mariage. Et donc, à partir du moment où les homosexuels sont rentrés dans cette catégorie, ça va être difficile, à mon avis, sans enfreindre la Convention européenne des droits de l'homme ou même la Constitution, ça va être compliqué. Alors, combien de temps faut-il prévoir to do anything? Merci Clélia. Alors, une autre question. Combien de temps devrons-nous rester sur le territoire, je pense qu'elle veut dire aux États-Unis, pour régler toutes les démarches administratives après la naissance de l'enfant? Je vais demander à Stéphanie de répondre à cette question. Merci. Alors, je veux être sûre d'abord d'avoir bien compris la question. La question, c'est combien de temps les parents doivent rester aux États-Unis pour établir le lien de parenté? Oui, c'est ça, exactement. Donc, après la naissance de l'enfant. Alors, la question n'a pas la même réponse pour tout le monde. Donc, en général, c'est en moyenne 3 à 4 semaines en raison des démarches administratives. Et de certaines conditions médicales. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que selon l'état où l'enfant est né, les démarches ne sont pas les mêmes pour établir le lien de parenté. Donc, certaines procédures se font avant la naissance. Parfois, il faut passer par une audience devant la cour quelques jours après la naissance. Et selon les démarches qui sont nécessaires qui sont demandées par le consulat français pour obtenir un passeport, alors ça va peut-être demander plus de temps. Donc, ça dépend. Comme je l'ai dit, on essaye toujours d'individualiser notre stratégie avec l'ensemble de nos futurs parents. Donc, on essaye d'en savoir un peu plus sur ces futurs parents. Et selon leurs caractéristiques, il y a différentes démarches en fonction des États pour protéger leurs droits de filiation. Donc, nous allons personnaliser la stratégie pour qu'ils aient la plupart des informations ou toutes les informations nécessaires avant le transfert de l'embryon. Donc la réponse à la question, c'est quelques semaines, mais on pourra vous répondre plus dans le détail après les premières consultations. Merci Stéphanie. On a une question d'Olivier. Alors, lorsque on revient en France, quand devons-nous demander les documents d'identité de l'enfant? Et y a-t-il certaines régions? Je pense que c'est à moi de... Excusez-moi. Alors, les papiers d'identité français
se demande d'abord au consulat en fait français sur place. Alors, si vous avez un birth certificate avec 2 pairs dessus initiaux ou pour les couples hétérosexuels avec la mère d'intention directement sur l'acte de naissance, donc sans passer par l'adoption, vous ne faites même pas la demande de transcription au consulat, puisque de toute façon, elle sera vouée à l'échec. Alors, ça se fait au consulat, mais parallèlement, en fait, le consulat transmet aux services centraux de l'état civil, donc des Français nés à l'étranger, qui se situent à Nantes. Donc, ça fait un petit circuit entre le consulat et puis la ville de Nantes. Donc parfois on demande à Nantes et puis renvoie sur les consulats, et puis parfois on demande au consulat et puis il renvoie à Nantes. Donc le mieux c'est de le faire devant, aux deux quoi, à la fois au consulat et à Nantes. Donc non, après il n'y a pas de ville plus compréhensible que d'autres. Alors après, sur la délivrance des certificats de nationalité française, c'est vrai que si il va y avoir des différences entre les tribunaux, et ça c'est un petit peu dur de vous. Enfin, globalement, à Paris, les certificats de nationalité française sont délivrés sans problème. Il y a d'autres villes où ça a été beaucoup plus compliqué. Je pense à Toulouse, je pense à voilà. Mais ça, c'est fonction aussi du greffier en chef du tribunal d'instance. Donc c'est un petit peu compliqué d'établir une cartographie. Disons que si à un moment T, il y a un problème, par exemple au tribunal d'instance de Toulouse, 3 mois plus tard, le greffier en chef, il est parti ailleurs, et puis finalement, ceux qui vont présenter leur demande a posteriori seront mieux servis. Donc voilà. Alors en ce qui concerne, pardon aussi Juan, parce que je vois la question d'après. Dans le cas d'une grossesse gémellaire avec donc deux pères et dont on ne sait pas ou dont on ne veut pas en fait savoir qui est le père biologique de l'enfant, parce qu'en réalité il y a toujours moyen sur le plan médical de le savoir, mais c'est vrai que moi j'ai reçu un bon nombre de couples, et je peux comprendre cette position, qui ne souhaitaient pas savoir finalement à qui les enfants étaient reliés biologiquement. Là, j'allais dire, il y a une solution très simple, c'est que si les 2 pères sont de nationalité française tous les deux, puis qu'il n'y a pas d'ambiguïté autour de leur nationalité française, l'enfant aura la délivrance d'un certificat de nationalité française. Ça, c'est sans problème. Si, dans cette hypothèse, vous souhaitez faire l'adoption de l'enfant pour établir le 2e lien de filiation paternelle, aux États-Unis, peu importe, j'allais dire, vous prenez par... là, il est un peu tard, donc, mais je vous dis par ordre alphabétique. Non, en fait, en gros, il y en a un qui se dit être le père biologique de l'un des enfants et l'autre, et puis vous faites l'adoption croisée, parce que on fera pas, et en France, il n'y aura pas de test génétique. Il y aura pas, on n'en est pas là, et heureusement. Le père qui se déclare être le père génétique, la France prendra cette information comme argent comptant. Voilà. Merci beaucoup, Clélia. Je pense que c'était très complet. Il nous reste quelques minutes, 1 ou 2 minutes pour les dernières questions. Autrement, vous avez toutes les coordonnées de nos participants. Ce webinaire a également été enregistré, donc vous pourrez le visionner. Je vais vous envoyer le lien pour y accéder. Donc s'il n'y a plus de questions, je vais clore ce webinaire. Je souhaite